Salut Jérémy, merci de me recevoir ici au fort de Mutzig avec l'association Gardien d'Histoire. Tu vas nous faire un peu visiter Ouais. ton bébé. Salut Vincent, avec plaisir. Merci d'être venu aussi, de nous rendre visite. Donc bienvenue au fort de Mutzig. Le nom d'origine, il est noté juste derrière sur le Namenstein, Feste Kaiser Wilhelm II. Donc une fortification allemande, la plus grande, la plus puissante et la plus moderne, construite avant 1914. Une idée de la taille, 254 hectares, c'est comme s'il y avait 350 terrains de foot alignés, 7000 soldats, 50 bâtiments, donc c'est vraiment un monstre de béton, d'acier qui a été érigé ici, tel un prototype également, puisqu'on va voir pendant le parcours, hein. Il y aura des tourelles, il y aura des galeries, tout ça a été testé ici au fur et à mesure, entre 1893 et 1916. Très bien, je te suis et puis on va visiter ça. Avec plaisir. Ah, là on arrive sur une MG08, c'est ça hein, Tout à Jérémy? fait, donc une MG08 qui est installée ici dans ce coffre de contre-escarpe. Alors il y a une pièce avec une seule mitrailleuse et deux autres avec deux mitrailleuses, donc c'est un coffre double ici. La MG08 pouvait tirer entre 300 et 500 balles par minute. Elle est ici protégée par des volets blindés. À l'avant, une fenêtre pour protéger le bâtiment de la condensation. Et en dessous se trouve l'affût de forteresse. Une réserve d'eau, hyper importante pour le refroidissement. Pour le refroidissement, ouais, Exactement. Donc il y avait de l'eau dans le manchon à l'avant de l'arme. Et ensuite, vous avez aussi les munitions qui sont à l'intérieur de ce bâtiment. Il y a vraiment de quoi aménager un espace de vie pendant quelques jours si jamais les soldats sont bloqués dans ce bâtiment. Et là je vois des crochets, à quoi ça servait ça? Alors les crochets, que ce soit sur les murs ou au plafond, c'est tout simplement pour suspendre des hamacs. Donc ici en quinconce, hein, pour gagner un peu d'espace, donc une pièce pour une dizaine de soldats ici. Donc on suspend des hamacs, il y a aussi de la nourriture, de l'eau. Si jamais on est bloqué, comme dit, pendant quelques jours, on peut aménager les locaux. Le poêle aussi juste à côté pour se réchauffer, faire un repas, surtout de nuit, à cause du charbon, hein, sinon c'est trop visible. Et là Jérémy, on rejoint Hugo, tu vas nous expliquer un petit peu cette cloche là, qui est Alors, intéressante. c'est un système assez particulier, c'est ce qu'on appelle un Fahrpanzer, donc un blindage mobile, littéralement destiné à l'observation. Donc un soldat pouvait se mettre à l'intérieur. Si Hugo, tu veux tester, tu peux. Vas-y, tu peux rentrer à l'intérieur. Comme ça, on a vraiment le cas soldat de figure. un soldat petit gabarit, on va dire. Voilà. Ça va, tu vois quelque chose? Et une fois qu'on est à l'intérieur, effectivement, il y a une Vas-y. tourelle au-dessus qui peut être orientée à 360 degrés et on permettait aux soldats d'observer. En l'occurrence, c'est un système de prototype, hein, c'est vraiment pas définitif. Le système définitif, on le verra à l'extérieur, dans la tranchée, puisque ce sera plus imposant pour deux soldats avec surtout un canon. Et là, on voit qu'il était possible de le mettre sur rail. Hein. Sur rail, exactement, mais la position sur rail, elle n'est pas plus longue que ça, hein. Il fallait plutôt avoir des chevaux, une charrette pour transporter l'objet entre les différentes tranchées. Ok, donc une pièce, on va dire, très rare. Sympa. Deux exemplaires connus, les deux sont ici, ont été Le retrouvés au fort deuxième de est Mutzig. juste là. Alors là, il manque juste le... Il manque la tourelle, le dessus. tout à fait, ouais. Ah ouais. Ok. Et là, le siège était réglable. Il est réglable, dans une certaine mesure. Ouais.
donc Jérémy, ici c'est la salle des machines, c'est bien ça? C'est ça. Donc la centrale électrique, il y a 4 moteurs alignés. Tous ne fonctionnaient pas en même temps, hein. Et en tout cas, ce sont des moteurs diesel de 25 chevaux, 24 litres de cylindrée. Et l'objectif était de produire de l'électricité. Donc une fois que le piston était actionné, ça entraînait le volant inertie, puis la dynamo qui est un peu plus à gauche. Donc là, il reste encore le rotor. Les stators autour, on en a encore quelques-uns, mais la plupart ont quand même disparu puisque c'était en cuivre. Le matériel là, c'est du Siemens, comme le tableau électrique d'ailleurs, hein, qui est de la même marque. Pour le moteur, c'est un moteur Goetz. Donc ça est fabriqué à Cologne. Donc une marque qui existe encore, hein, je crois. Tout à fait. Alors Siemens, c'est un peu plus connu que Ouais. Deutz, hein, mais les deux existent encore, comme de nombreuses autres marques qui sont ici, hein, les canons Krupp, les poêles de Dietrich, etc. Ah, il est impressionnant le tableau électrique, on peut l'approcher un petit peu. N'hésite pas, avance, tu peux avancer. Donc, un tableau électrique qui est en marbre pour des questions d'isolation principalement, hein. Et donc là, on répartit l'électricité jusque dans les différents bâtiments. Par exemple, jusque dans l'abri numéro 1 où on était un peu plus tôt. Là, on a un ampère-mètre, je vois, le voltmètre. Puis les différents interrupteurs, il n'y avait peut-être pas encore les disjoncteurs différentiels, hein. Pas toujours, mais en tout cas, il y a déjà pas mal d'époques. Si tu veux, on peut aussi aller jeter un coup d'œil à l'arrière. C'est assez sympa. Ah ouais, on voit les jeux de barres là, en cuivre. Voilà. On va se mettre les doigts. Ah ouais, c'est impressionnant. Et à l'avant, il y a tous les départs là, avec Là, on voit le câblage. les circuits là, avec les fusibles à porcelaine à visser. Voilà. Chaque fois, vous avez la notation, donc vers l'abri numéro 1, la tranchée numéro 16, etc. Ouais. Là, on voit le système, le mécanisme pour les sectionneurs. Ouais. Là. Ok. Et donc là, on voit que pour la manutention, vous utilisez un pont roulant. Tout à fait, ils ont un pont roulant si jamais il faut entretenir, réparer certaines pièces qui seraient abîmées à cause de l'usure. Un pont roulant hein, sur l'ensemble de la pièce qui nous a été très utile aussi pour restaurer ces machineries. Donc il n'a pas été installé pour la restauration, il avait été installé à... Il a été installé par les d'époque, Allemands, hein. il est d'origine, mais on profite de sa présence. Et là, les cuves jaunes, c'est pour le Ça, carburant. c'est le carburant, tout à fait. Donc, il y a un peu moins de 150 litres de carburant, de gasoil, c'est-à-dire pour une journée, pour un moteur, on a besoin de 6 litres à l'heure environ. Donc, ils sont quand même relativement sobres par rapport à l'époque. Et les petits robinets, là, c'est pour le réalimenter quand il est vide. Pour les réalimenter, puisque sous nos pieds, partout, il y a des dalles métalliques. Et donc, ça arrive jusqu'à l'atelier où se trouve tout ce qui est maintenance, mais aussi réserve de carburant. 54 000 litres de gasoil étaient à côté. Alors nous voici devant la maquette de l'ensemble du fort. Dans la réalité, à l'intérieur du réseau barbelé, le quadrillage gris autour du site, vous avez 254 hectares. Donc c'est vraiment très très vaste. La première question qu'on se pose certainement aujourd'hui, c'est où sommes-nous en fait? Donc on est dans la zone qui est éclairée actuellement. On peut visiter un peu moins de 10%, amplement suffisant pour tenir 2h30, 3 heures de visite. Les pointillés blancs, ce sont les galeries et autres escaliers. Donc nous voici dans l'abri numéro 1. Une autre galerie va nous permettre d'accéder bientôt à l'abri numéro 16. En ressortant se trouvent les tranchées, en bleu les observatoires, en orange les canons. Donc voilà, ça c'est pour le parcours de visite, à mettre en relation avec le reste du fort, qui est vraiment gigantesque. Et donc 254 hectares, je disais, pour loger 7000 soldats dans une cinquantaine de bâtiments.
qui sont différents les uns des autres. Les premiers à avoir été aménagés, le premier en tout cas, c'est le fort Est, qui est juste ici, un triangle construit principalement en maçonnerie, avec un peu de sable sur le toit, du béton. Tout est regroupé au même endroit, l'infanterie, l'artillerie, l'observation, tous les équipements nécessaires. 1893-95. Dans un second temps, sera construit plus à l'ouest, ici, le fort justement ouest, de 1895 à 97, c'est en béton, donc déjà plus performant vis-à-vis des risques de bombardement. Vous avez différents codes couleurs. Par exemple, les batteries de 15 cm sont là, on parle en centimètres en Allemagne à l'époque, donc 150 mm, des obusiers. Vous en avez 4 sur chacun des forts triangulaires. Vous avez également 14 canons de 105 mm ou 10 cm. Donc à la fin du parcours, on en verra 4 qui sont ici, mais vous en avez encore 2 x 3 et 1 x 4 à l'opposé. Donc ça, c'est les pièces d'artillerie. Si on les accumule, ça en fait déjà 22 pour une portée de tir de 7 à 11 km. Vous avez par la suite les tranchées de tir, donc 250 mètres de tranchées généralement devant chaque abri d'infanterie. Donc vous en avez une quinzaine des abris d'infanterie. Nous sommes dans le premier qui est juste là, puis le numéro 2, 3, 4, 5 à la pointe et ainsi de suite, jusqu'au dernier, le 16e, qu'on pourra ici découvrir ce matin. On ne redoute pas vraiment l'aviation, puisqu'elle n'existait même pas au début de la construction. On ne redoute pas non plus les chars d'assaut, qui, pareil, n'existaient pas non plus. Donc on se dit, à l'extérieur, un peu dans cette couleur orange-marron, vous avez des voies de communication, des routes carrossables, la plupart du temps, qui seront souvent doublées quand même par un chemin de fer. Il y avait un funiculaire qui arrivait depuis le village de Moutsik jusque dans une sorte de gare, puis des aiguillages qui permettaient de répartir l'ensemble des matériaux qui arrivaient en passant au début du ciment, plus tard à d'éventuelles briques, des gaines de ventilation, également les boulangeries, tout ce qui est nécessaire en fait pour l'installation des soldats. Donc nous voici dans la tranchée numéro 16. On retrouve un objet qu'on a déjà aperçu un peu à l'intérieur, le Fahrpanzer, cette fois-ci pour 2 soldats. Donc plus grand, c'est quasiment un char d'assaut, il manque vraiment un moteur. On en avait 16 comme celui-ci sur l'ensemble du site. À proximité se trouvent toujours des niches pour les munitions, également un observatoire en forme d'escargot, une position assez atypique mais intéressante pour être protégé de l'avant, de l'arrière. Et à l'avant, forcément, tout était déboisé pour qu'on ait une vue d'ensemble sur le glacis qui faisait 300 à 400 mètres de profondeur. On arrive ici à côté de la batterie d'artillerie numéro 1, les canons pour vraiment terminer le parcours. Ici, ce sont des canons qui sont capables de tirer à 10 km 800, 9 obus par minute. Il y en a 4. Ils peuvent tous tirer à 360 degrés. Et à l'intérieur, outre les munitions, se trouvait aussi le nécessaire pour 125 soldats, c'est-à-dire cuisine, chambre de troupes, un petit poste de commandement, une chambre d'officier, des toilettes et les machineries qu'on a pu voir à l'intérieur pour refabriquer, sertir les obus se trouvaient également à l'intérieur. Il n'est pas relié au reste du fort par le biais de galeries, mais sous nos pieds se trouvent des canalisations d'eau. Pour le téléphone, l'électricité, c'est également sous terre. Et pour l'approvisionnement en nourriture, il y a déjà un petit stock, mais on pouvait aussi passer par les boyaux si nécessaire. Au fond du paysage, qui est bien dégagé aujourd'hui, on aperçoit principalement la crête des Vosges, pour ce secteur-là, des Vosges centrales, et surtout donc la frontière franco-allemande de l'époque, qui était surveillée en partie depuis ce fort, évidemment. Au fond, un peu à droite, vous avez une antenne, se trouve là-bas le Denon,
qui était également très surveillé, qui a fait le théâtre d'une bataille le 21 août 1914, notamment suite au tir de ce fort, des 291 obus qui sont partis le 18 août 1914. Là, on arrive sur quoi? Sur un C'est observatoire? un observatoire qui est construit à même la batterie directement, en complément des autres observatoires d'artillerie qu'on a pu voir. Là, je sur vois le un parcours. impact dessus. Certainement 1944, quand les Américains sont passés par là. Ah ouais. Donc ici, derrière les volets, derrière la porte, se trouvaient les munitions. Et à un étage inférieur, il y avait de quoi sertir les obus, de quoi survivre aussi pour les soldats, vivre même carrément, avec des chambres de troupes, une chambre d'officier, etc. Un Et tube ici- de rechange Ah, ça, c'est le tube de Ouais, rechange, c'est ça. d'accord. Il était mis à proximité. à proximité immédiate. Et ensuite, donc, la tourelle est juste sur le dessus, comme je disais, orientable à 360 degrés. Sur les côtés, il y a aussi un abri pour les soldats qui font la noria, puisqu'on donnait les munitions de main à main. Un soldat était forcément à l'extérieur de chaque côté, donc il pouvait se protéger d'éventuels tirs ennemis. Ah oui, on voit bien la plaque blindée là, de renfort. Et là, on voit encore l'inscription sur le canon. Tout à fait. Friedrich Krupp, Essen, de 1898. Essen, c'est la ville Essen, c'est de la ville, tout à fait. de la On voit construction encore à le l'usine logo. Krupp. Le logo Krupp, avec les 3 roues assemblées. Ah ouais, exact. On voit Le même sol. encore les marquages là pour l'orientation Oui. aussi. Tout à fait. Le sol, il y avait une grille qui laissait passer d'éventuels petits débris. Malheureusement, elle a été démontée. Et on arrive de l'autre côté. Voilà donc un des canons du fort, un 105 mm. Donc ceux-là, ils ont tiré le 18 août 1914 en direction de la vallée de la Bruche. 280 obus tirés depuis l'ensemble du fort, 64 depuis cette batterie. Et ça a suffi par dissuasion à stopper l'offensive française. Donc on peut se dire que c'est pas grand-chose, 291 obus. C'était une vingtaine de minutes de tir. Mais comme je le disais, par dissuasion, ça a suffi. 3 jours plus tard, le champ de bataille se trouve à 20 km d'ici, sur le massif du Dono. Ben voilà, on arrive au bout de cette visite. Merci Jérémy pour ton accueil. Avec plaisir. Voilà, c'est très gentil. J'espère que ça a répondu à tes attentes, que de découvrir ou redécouvrir ce fort. Là, on termine en plus à côté de la tourelle de 105 mm. Donc c'est un canon de ce calibre-là qui pouvait tirer à 10 km 800, 9 obus par minute. Elle pèse 19 tonnes. Alors c'est quelque chose d'assez particulier puisque c'est une tourelle de marine à la base qui a été installée quasiment en urgence. Sous nos pieds, il y a encore du stock de munitions à l'époque, de quoi vivre pour quelques soldats. Elles sont aussi orientables à 360 degrés, donc elles ont tiré quelques coups de canon en direction de la plaine d'Alsace en 1940. D'accord. Et donc ça, c'est des pièces que le visiteur peut voir, Tout à fait. approcher de près. À la avec fin toi. du parcours, soit avec la visite guidée, soit avec la visite libre, on peut passer juste derrière les canons, voir un petit peu comment c'était. Une tourelle est restaurée en plus, donc on peut bien la regarder, voir comment c'était à l'époque. Et pour les horaires d'ouverture, alors vous êtes de nouveau ouvert là pour On est la ouvert saison tous les jours de l'année, sauf Noël et jour de l'an. Là en ce moment, on est soit en visite guidée quand il n'y a pas de vacances scolaires à 14h, soit en visite libre de 13 à 15h pour l'entrée. Moi je dis tout le temps, venez en début d'après-midi, un peu avant 14h, et comme ça vous êtes sûr que le fort est ouvert, ou sinon vous pouvez aussi trouver les infos sur notre site internet ou par téléphone, on répond à chaque fois. D'accord. Eh ben, je te remercie pour la visite. Avec plaisir, à très bientôt. Et puis je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos sur l'histoire des fortifications. Ciao.